Bonjour à tous mes amis, ça fait quand même un bout de temps que je n'ai pas produit de vidéo. C'est normal quand il n'y a aucun sujet d'actualité à débattre. Je préfère ne pas faire de vidéo que de revenir sur les mêmes sujets qui parfois ne nous font pas avancer. Cependant, cette semaine passée, une information qui nous est parvenue à presque tous nous mentionne que l'État de Côte d'Ivoire, par son gouvernement, a décidé de lutter contre la pauvreté extrême en suivant un schéma qui m'a semblé très flou. Alors j'ai décidé de rechercher l'article de journal qui parle de ce programme d'aide aux pauvres en Côte d'Ivoire et de le lire pour que ensemble chacun puisse savoir si ce programme est vraiment un programme qui lutte contre la pauvreté ou c'est juste un programme politique démagogique. On va donc lire le petit article qui en parle, c'est dans financialafrique.com. Le projet de filets sociaux initié par le gouvernement ivoirien avec le soutien de la Banque mondiale qui accorde une allocation financière aux ménages les plus pauvres du pays, va être étendu à 35 000 familles. La phase pilote qui concerne déjà 5 000 ménages bénéficiera à 30 000 autres en zone rurale, a annoncé le coordinateur du projet de filets sociaux, Kipeya Kone. Inspiré du modèle brésilien sous l'ex-président Lula, qui a permis de sortir quelques 40 millions d'individus de la pauvreté entre 2003 et 2011, le programme entend améliorer les conditions de vie des couches les plus vulnérables de la population grâce notamment à une meilleure alimentation et un meilleur accès à l'éducation et à la santé. Chaque famille retenue à l'issue d'un processus de sélection dans les régions les plus pauvres du pays percevra trimestriellement un transfert de 36 000 francs CFA, soit environ 55 €, cela jusqu'en 2020. Le programme, dont l'impact sera régulièrement évalué, va contribuer à donner une dimension plus inclusive à la croissance économique ivoirienne, maintes fois critiquée pour ne pas bénéficier suffisamment à la masse populaire. En 2015, le gouvernement estimait le taux de pauvreté à 46% contre 51% en 2011. Quand j'ai lu cet article, j'ai d'abord attrapé ma tête pour me poser des questions si j'étais encore sur la Terre ou si on m'avait parachuté ou expulsé de la Terre pour aller habiter sur notre planète. Cet article est le même pratiquement sur tous les autres que j'ai lus concernant ce sujet d'aide aux pauvres en Côte d'Ivoire. C'est les mêmes mots, pratiquement c'est les mêmes articles. C'est le problème qui est, on va décortiquer donc l'article pour comprendre le problème qui est en dessous. D'abord préalable. Ce n'est pas ce que Lula a fait au Brésil. Donc ça, c'est même pas à comparer. Donc prendre le cas de ce que Lula a fait de 2003-2011 au Brésil et vouloir l'appliquer en Côte d'Ivoire de cette manière, l'idée serait qu'on nous dise ce que Lula a fait. Lula a donné des bourses écoles pour les familles des pauvres qui ne peuvent pas payer l'université. Il a offert des bourses à des familles des bons pour prendre la nourriture dans les magasins. Donc ce n'est pas seulement que de l'argent qu'il donnait aux familles pour lutter contre la pauvreté. Il inscrivait les enfants à l'université. Il donnait des bons pour prendre la nourriture, les aliments dans les supermarchés aux familles pauvres. Après avoir identifié les régions les plus pauvres du pays, ils ont trouvé qu'il y avait 3 zones. Les zones industrialisées qui avaient une plus grande richesse, des zones intermédiaires et des zones rurales très pauvres. Après donc avoir identifié les zones rurales et ce qui créait le problème de la pauvreté, ils ont compris qu'il fallait d'abord seulement les caser, ensuite leur donner les terres qui avaient été arrachées par les multinationales pour découper les forêts, d'Amazonie surtout, et de leur donner un accès plus important à l'alimentation, au gaz et autres. Et que les enfants puissent avoir des chances d'aller à l'école et compétir avec les enfants des riches. Ici, c'est pas de ça qu'on parle ici. Okay. Donc, venir prendre le cas de Lula pour dire que c'est ce qu'on veut suivre, ça c'est de la démagogie. On voit donc déjà même que l'idée même sur laquelle on s'assoit pour vouloir faire la même chose n'a pas de base réelle. Revenons donc au sujet. L'État dispose d'un certain montant emprunté à la Banque mondiale et cet argent doit servir à quelque chose. Première question. La Banque mondiale est une banque qui a été créée pour lutter contre la pauvreté normalement. Malheureusement, beaucoup se plaignent parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une banque qui a été créée pour lutter contre la pauvreté demande à des pays pauvres qui doivent lutter contre la pauvreté de rembourser l'argent avec des intérêts. Ce sujet même est sur la table.
Donc, une fois que tu vas emprunter de l'argent à la Banque mondiale, tu vas rembourser avec intérêt. Finalement, le programme de donner de l'argent aux pauvres n'est plus une donation. C'est comme un prêt. La Côte d'Ivoire donc s'est endettée et a trouvé de l'argent pour répartir à des gens sous forme de dons, cadeaux. Ils sont trouvés face à deux problèmes. Soit on cible un nombre de familles restreintes et on donne un grand maximum d'argent qui peut les suffire, ou soit on donne rien du tout, pratiquement rien, pour même pas s'acheter une tablette de médicaments, et on donne au maximum, en comptant sur le tapage médiatique que ça va créer pour nous donner raison qu'on lutte contre la pauvreté. Déjà, une phase pilote a déjà lieu, qui concerne 5000 familles. Moi, je n'ai encore vu aucun article de journal qui nous montre comment étaient ces 5000 familles avant de recevoir cette somme d'argent et comment elles sont devenues aujourd'hui après avoir reçu l'argent. Donc, on n'a aucun indice nous-mêmes pour connaître l'impact de ce système, de ce programme sur la pauvreté. Première question. Deuxième question, en Côte d'Ivoire, qui est-ce qu'on appelle pauvre réellement? Quels sont les critères que la Côte d'Ivoire utilise pour définir la personne qui est considérée comme une personne pauvre? Parce que nous, on aime toujours récupérer les indications des Européens avec leurs normes de vie, avec leurs moyens financiers élevés, pour dire que quand quelqu'un vit avec moins de 1 euro par jour, il est pauvre. Mais en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui peuvent vivre avec 1 euro par jour. C'est des gens qui peuvent vivre avec 500 francs par jour pour manger, pas pour payer les factures, mais pour la nourriture. En Côte d'Ivoire, un monsieur peut manger 1 euro par jour. Mais il y a des pays en Europe, tu ne peux pas le faire. Donc, ça soit pour comparer nos indices de pauvreté, en recopiant les indices de pauvreté des Européens, parfois on fait erreur sur le choix du pauvre. On ne nous dit pas aussi en second plan, en seconde partie, si ces familles sont prises en charge avec leur progéniture ou non. C'est-à-dire, on remet la même somme d'argent à des personnes pauvres qui n'ont pas les mêmes tailles de famille. Déjà là, on a créé une injustice totale. On va donc continuer. Il est précisé qu'on va aider 30 000 ménages en zone rurale. Il y a un problème qui se pose. En zone rurale, il y a deux groupes de zones rurales en Côte d'Ivoire. Il y a les zones rurales où la pauvreté n'est pas liée à l'absence de terre ou de culture, mais la pauvreté est liée au manque d'organisation de la zone rurale pour l'exportation ou la vente de leurs produits. Il y a des zones rurales où ils ont les moyens financiers de vivre. Je vais dire qu'ils ont les moyens. Donc, ils ne sont pas considérés comme des gens pauvres en tant que tels. Ceux qui sont dans les zones du sud, généralement, ne sont pas des gens pauvres. Donc, on se met dans la position que c'est les gens des zones rurales plutôt du nord qui vont bénéficier plus de ce programme. Mais pourquoi on est arrivé à ce que la zone rurale du nord soit si pauvre et celle du sud se débrouille pas mal? Cela est dû à la politique agricole défaillante de la Côte d'Ivoire. Tant qu'on ne va pas changer nos politiques agricoles, tant qu'on ne fera pas une réforme agraire qui va remettre la culture aux mains des Ivoiriens et non aux mains des Français, même si on donne 100 000 francs aux familles du Nord, le jour qu'on va arrêter de donner cet argent, ils seront même plus pauvres qu'avant. Ce genre de programme n'apporte aucune solution à aucun pays. Ça soulage seulement pour une période quand le montant est conséquent. Mais le montant qu'on indique ici est de 36 000 francs CFA par mois. Pas par mois, par trimestre. C'est-à-dire, une famille pauvre rurale va recevoir 12 000 francs CFA par trimestre. Celui-même qui fait le projet, qui est à la tête du projet, quel est son salaire? Parce que je vois que ici, il y a un nom qui est indiqué, qui s'occupe de ce projet. Il est un coordinateur du projet. Quel est son salaire mensuel par rapport à ce projet qui va durer en 2020? Faisons la somme de son salaire manuel sur les 3 ans et on verra que son salaire même mensuel sur les 3 ans, la somme totale cumulée, dépasse même plus de la moitié des 30 000 personnes qu'on veut aider. 36 000 francs par trimestre, 12 000 francs par mois en Côte d'Ivoire, dans une zone du Nord
où il n'y a ni hôpital, ni école, même pas à manger, qu'est-ce qu'on peut bien faire avec 12 000 francs CFA? Tout ce qu'on va provoquer entre eux, c'est la jalousie et la médisance. Parce que, on se connaît, les partisans de ceux qui sont au pouvoir vont relayer l'information comme c'est une masse élevée d'argent que les gens reçoivent, qui va faire que quand quelqu'un avec 12 000 va venir demander un prêt à quelqu'un d'autre, il sera étonné que toi tu reçois de l'État de l'argent pour vivre et tu viens encore m'emprunter de l'argent. On doit arrêter de jouer avec la conscience des gens. Ça, j'appelle ça un peu de la foutaise. Ceux qui sont au pouvoir savent qu'on ne peut pas vivre dans un village avec 12 000 francs par mois. Quand on sait très bien que on ne va mettre aucun moyen en place pour mécaniser la culture du maïs, du riz et de l'arachide. Au lieu de leur trouver 12 000 francs par mois à 30 000 personnes, chacun multiplier, ça fait, il sait ce que ça fera. Chacun peut multiplier, il trouvera le montant que ça fait, les 12 000 francs CFA qu'on va donner par mois. Ça fera plus de 50 millions de francs CFA qu'on aura à dépenser pour les 30 000 familles. C'est ça le problème. Hein? C'est beaucoup d'argent, cet argent, qu'on aurait pu garder, qu'on a pris à crédit. On aurait pu construire des points de transformation et leur donner de quoi cultiver l'arachide, le maïs et le riz et l'igname et le manioc pour qu'ils puissent accéder à eux-mêmes des ressources qu'ils vont pouvoir utiliser pour vendre sur le marché et donc s'autosuffire. Je connais l'Ivoirien dans sa mentalité. Cette aide, qui n'a aucun sens d'ailleurs, va encore transformer certaines personnes en paresseux. Ça, je le sais. Il y a des gens qui vont dire, je vais recevoir de l'argent de l'État, donc je ne fais plus rien. Croyant que c'est de l'argent. 12 000 francs par mois. Ils ne disent pas ça. Ils disent 36 000 francs par trimestre. Ça fait par mois 12 000 francs. C'est la même chose. Et on voit très bien que 55 € par trimestre que la Banque mondiale a prêté à la Côte d'Ivoire pour donner à des gens, qu'on va rembourser avec intérêt. On voit bien que ceux qui sont au pouvoir n'ont même pas la notion du développement. Ils sont défaillants sur la gestion même de ce qu'on appelle l'État. On ne peut pas aller prendre un crédit à la Banque mondiale pour venir créer encore plus de problèmes et créer encore plus de pauvreté. On ne lit pas la pauvreté avec des sommes d'argent normalement. On crée les conditions qu'il faut pour que ceux qui sont dans le système de pauvreté, dans le monde pauvre, puissent être les acteurs premiers de leur développement. C'est pour ça que la zone rurale doit être transformée en commune rurale, semi-autonome. Une commune rurale qui est capable de ponctionner sur les ventes de chaque kilogramme de matières comme l'anacarde, le café, le cacao, le coton, même c'est 25% que l'État prend au port comme droit de sortie. Et cette somme d'argent revient à la commune rurale pour justement faire face à ces cas de pauvreté. Les gens sont pauvres au nord, pas parce que la Côte d'Ivoire est un pays pauvre. Les gens sont pauvres au nord parce que la Côte d'Ivoire n'a aucun programme pour développer le nord. Mais on fait tout pour développer le sud, où eux-mêmes sont tous entassés. Finalement, on veut lutter contre un exode du nord vers le sud en les appâtant avec des billets d'argent qui ne vont même pas servir à couvrir les besoins d'une famille en un mois. 12 000 francs, ça finit en une semaine, surtout si la personne a un malade dans sa famille. De grâce, chers frères et sœurs ivoiriennes, on voit encore une fois l'incompétence notoire de ceux qui nous dirigent. On a pu de faire beaucoup de vidéos pour savoir le choix à faire en 2020. Car ceux-mêmes qui se bousculent à la porte pour être sur la liste des candidats en 2020 sont même pires que ceux qui sont là actuellement. Quand je regarde tous ceux qui sont là pour être candidats en 2020, je me dis parfois même, il serait mieux que Adoras au pouvoir, jusqu'à ce qu'on trouve un nationaliste qui va prendre le pouvoir après lui pour nous remettre sur les rails de la fraternité
sur le rail de l'intégrité, sur le rail de l'honneur. Je préfère ça même parfois. Parce que quand je vois ceux qui se bousculent, j'attrape ma tête et je me dis, on sera encore dans un trou plus profond que celui dans lequel va nous laisser Ado en allant en 2020. Parce que quand je vois un programme pareil qu'il concocte avec son équipe gouvernementale, je me pose souvent des questions sur leur capacité mentale à diriger le pays. On a l'impression qu'on a affaire à une nébuleuse de personnes qui ne savent même pas qu'ils sont sur Terre, mais qui doivent peut-être souvent vivre dans l'espace. Parce que je ne connais aucun pays d'Afrique où on peut donner à quelqu'un 12 000 francs pendant 3 ans et on dira qu'on a sorti la pauvreté. Il ne faut pas pêcher pour donner aux gens. Il faut leur apprendre à pêcher eux-mêmes pour que le jour où tu n'es pas là, ils puissent continuer à manger. Je vais brosser un peu un sujet délicat qui sera sûrement repris plus tard quand le sujet sera beaucoup plus rempli d'informations. Il se trouve que Macron, lui-même, il se dédie. Il a dit ici à Bamako que ceux qui veulent sortir CFA ne doivent plus se plaindre, mais doivent agir pour sortir. Ou si le reste, ils se taisent. Bon, ça m'a fait rire ce jour parce qu'il a été ministre de la France pour l'économie et les finances et il gérait bien le CFA, ça fait ministre. Mais il connaît bien les dessous du CFA. Mais il s'est fait prendre au mot lui-même, puisque j'ai l'information que certains présidents commençaient à concocter leur sortie du CFA, surtout ceux de l'Afrique centrale. Donc il a vu que la réalité du terrain est que c'est la France qui vit de l'Afrique et non le contraire. Donc une sortie du CFA le plombe alors qu'il a une politique qui est déjà décriée par les Français. Donc pour éviter de faire une hémorragie trop grande dans sa cote de popularité qui est déjà très basse, il décide donc de rappeler celui qu'il pense qui est le président le plus malléable possible, qui n'a pas de dignité, qu'on peut manipuler à sa guise. Donc il a invité son employé colonial, que tout le monde connaît, pour essayer de concocter avec lui un discours qui va permettre, par son influence, dans les milieux de criminels et gangsters mondiaux, d'influer sur les présidents qui veulent sortir du franc CFA par les menaces de coups d'État et autres. C'est leur travail, ils savent s'y faire et ils savent le faire. On a tous écouté la déclaration de ces deux personnes à l'Élysée. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Enfin, on voit bien que Macron lui-même a peur que le CFA tombe. Donc, je trouve que nous avons là l'occasion, nous, en tant qu'Africains, c'est maintenant qu'il faut frapper sur cette affaire de CFA, car Macron vient de montrer lui-même qu'il ne maîtrise pas le sujet et qu'il peut perdre cette notion de CFA s'il ne manœuvre pas bien. Tous ceux qui sont activistes, tous ceux qui sont pour la chute du CFA, je pense que c'est maintenant l'occasion qu'ils ont, après ce que Macron a montré d'insuffisance, de faiblesse dans l'esprit, de pouvoir donc attaquer de front le CFA et de le faire couler enfin. Si on laisse Macron se ressaisir avec son acolyte, il sera beaucoup plus compliqué de détruire le CFA. Mais au-delà du CFA, il faut qu'on retienne une chose qui est évidente, que beaucoup ont eu à dire et que beaucoup répètent toujours. Le problème numéro 1 de l'Afrique n'est pas de sortir du CFA en fait. Si on sort du CFA et qu'on n'est pas prêt à travailler, on n'est pas prêt à mettre en place des députés qui sont prêts à contrôler le gouvernement sur ses dépenses. Si on continue à mettre nos députés qu'on paye 2,4 millions par mois pour juste dormir et dire oui à tout ce que le gouvernement fait, avec cette mentalité, si on sort du CFA, en un mois, on tombe. Parce que le président qui est là, qui est budgétivore dans son système de travail, va faire fabriquer les monnaies qu'il va utiliser pour ses dépenses personnelles. Donc, il va créer une surfabrication de monnaies qui va créer ce qui s'est passé au Zimbabwe. Donc, le problème avec le CFA, c'est vrai d'en sortir, mais il faut en sortir avec des nationalistes. Sinon, des députés qui ne peuvent pas contrôler un président, qui ne peuvent pas contrôler des ministres, qui ont peur même de parler à des ministres, ne servent à rien. Parce que c'est l'affaire de pauvreté dont on parle aujourd'hui. Ça a commencé, il y a une phase d'abord qui a commencé, et une phase qui a été une phase pilote. On n'a reçu aucun rapport de cette phase pilote. C'est-à-dire que les députés n'ont pas posé de questions au gouvernement de dire aux gens ce qu'ils ont fait avec l'argent. Ils ne sont pas allés demander aux populations qui ont été bénéficiaires de ce programme comment elles se sentent aujourd'hui après un certain mois pour avoir reçu cet argent. On ne fait aucune enquête parlementaire, rien, et on dit on va étendre à tout le monde alors que l'argent qu'on utilise est l'argent pris à crédit. Et on va s'engager à rembourser une dette qui n'aura pas servi à ce à quoi ça devait servir. Parce qu'il n'y a pas de député qui sache qu'il faut être député pour poser des questions sur le travail du gouvernement. Ces mêmes députés, s'ils sont là,
Ils vont faire fabriquer des milliers de billets de banque pour leur distribuer, ils diront rien. Les conséquences, on connaît quand ça va arriver. Donc, on sort du CFA, mais en même temps, on trouve des gens qui sont dignes, intègres et honnêtes. Tant qu'on ne va pas trouver ces personnes, vraiment, je ne vais pas déranger les gens, je ne vais pas les décourager. Mais si on sort du CFA sans avoir les individus qu'il faut pour gérer la monnaie, pour être intègre et digne, être nationaliste, on ne fera pas long feu, on sera écroulé. Et on sait que dès qu'on sort du CFA, la France va fabriquer des faux billets pour inonder le marché ivoirien avec, comme ils ont fait avec la Guinée. On le sait. Avons-nous les hommes à la frontière capables de nous contrôler, de nous surveiller, de nous protéger? Non, on n'en a pas. On le sait très bien. On n'a aucun douanier ou aucun homme de police à l'aéroport qui soit nationaliste. Avec une mallette d'argent, il va se passer un conteneur de billets, de faux billets. Tout ça, il faut d'abord arranger avant de passer à sortir du CFA. Je suis moi-même d'accord pour sortir du CFA, mais je préfère sortir du CFA que lorsque je sais que j'ai tous les instruments qu'il me faut pour gérer ma nouvelle monnaie. On ne peut pas faire une sauce, un repas, sans avoir été au marché pour acheter les condiments du repas. Et la qualité du repas dépend de la qualité des condiments qu'on met en place. C'est la même chose pour le CFA. On va avoir une monnaie de qualité que lorsqu'on aura des hommes de qualité pour gérer la monnaie. C'est-à-dire des hommes qui sont intègres, qui aiment leur pays et qui sont prêts à se battre pour préserver leur pays dans sa dignité. On n'a pas des douaniers qui sont dignes, ni nationalistes, il n'y en a pas. On n'a pas de policiers capables de nous contrôler les frontières pour empêcher des camions de billets de rentrer pour nous marché, de faux billets. Il n'y en a pas. Ne nous blaguons pas. En cas, c'est de la vérité. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. On n'a pas d'Ivoirien qui va pas dire je ne peux pas faire ça à mon pays. Je suis sûr qu'il y a des Ivoiriens qui sont prêts aujourd'hui, même pour rien du tout, même pour 0 franc, prêts à venir inonder le marché pour de nouveaux billets faux, fabriqués ailleurs. Ils sont prêts à le faire, même pour 0 franc, sans contrepartie, parce qu'ils aiment la France que la Côte d'Ivoire. On a ces hommes-là qui existent et qui sont dans nos gouvernements. Donc sortir du CFA, c'est bien beau, mais sans éradiquer la gangrène qui tue le gouvernement, ça ne sert à rien de sortir du CFA pour sortir du CFA. On ne sortira que lorsqu'on aura trouvé les personnes, ressources pour gérer le CFA et la Côte d'Ivoire. Sur ce, bonne fête de travail à ceux qui sont en Amérique du Nord et bon début de semaine à ceux qui sont au travail et que le Seigneur nous garde longtemps ensemble et que par la grâce de Dieu un jour, toute l'Afrique entière soit unie, pas unifiée. C'est impossible car on était chacun dans son côté quand les Blancs sont arrivés. Ce n'était pas un seul pays qui était en Afrique, c'était plusieurs petits groupes, des royaumes, des petits royaumes qui se côtoyaient. Et on faisait les choses ensemble et souvent on ne fait pas les choses ensemble. Donc les Blancs n'ont rien à voir avec nos frontières, nos façons de vivre. Et on a toujours divisé sur la question avant qu'ils ne viennent. Donc ça, ce n'est pas un problème. Mais que, à part d'aujourd'hui, on est une Afrique où un président passe d'abord les marchés à des Africains avant de chercher à trouver les ressources pour son marché ailleurs qu'en Afrique. Je dois chercher à faire mes chemins de fer en recherchant les personnes en Afrique, ce n'est pas les chemins de fer. C'est ma priorité. Quand je lance un appel d'offres, je dois fermer l'appel d'offres aux autres du monde, mais uniquement ouvert que aux Africains. C'est ça le panafricanisme. Ce n'est pas autre chose. Je veux construire une université, j'ouvre le marché de la communauté aux Africains uniquement. Aucun autre ne peut venir compétir. C'est ça le panafricanisme. Je veux commander des drones, je lance l'appel drone pour ma police ou même pour mon ami en mairie. Je lance l'appel de commande de drones en Afrique pour ceux qui fabriquent les drones. Je ne vais pas aller demander ça aux Américains ou aux Israéliens. Jamais. C'est ça le panafricanisme. Ce n'est pas d'enlever les frontières pour faire une seule frontière. On n'était pas comme ça avant. On ne l'a jamais été. On ne le sera jamais. On était tous vivants sur des territoires différents. Et on avait nos différends entre nous-mêmes aussi. On se fait des guerres. Pas terribles, mais on se fait des guerres quand même. Donc, on ne peut pas changer ça. On doit changer nos façons de nous voir nous-mêmes. Merci et bonne semaine à tous.